Alors, végétarisme et flexitarisme, menaces ou opportunités. J'ai le plaisir d'accueillir Céline Lenné. Bonjour. Je vous laisse vous installer au pupitre. Vous êtes fondatrice du cabinet de veille et de prospective, donc d'Alim Avenir. Vous êtes responsable du dispositif Vigie Alimentation. Je vous donne la parole. Voilà, bonjour. Bonjour à tous et puis merci de cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Vitagora pour parler de veille, de prospective qui sont effectivement mes activités principales. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette tendance de consommation, du végétarisme et du flexitarisme, avec cette approche effectivement entreprise aussi et business model pour savoir si ça peut représenter une menace ou peut-être des opportunités également, voir un peu les conséquences que cela peut avoir sur les business models. Alors avant tout, donc, je voudrais faire un petit point sur justement cette tendance parce que c'est une tendance qui est quand même assez médiatique, on en entend de plus en plus parler et puis on en parle un petit peu n'importe comment. Et ce qui est important en prospective, c'est de savoir déjà de quoi on parle et de bien mesurer les phénomènes. Alors moi, j'essaye de les mesurer avec les outils dont je dispose, qui sont différentes enquêtes de consommation, qui sont des travaux également parfois de sociologues, d'anthropologues, et d'avoir comme ça une idée un petit peu plus précise de la question, en sachant que ce n'est pas toujours très facile et très scientifique. Alors d'abord, bien sûr, on commence par les questions de définition, à savoir de quoi l'on parle. Il y a différentes familles, donc il ne faut pas mettre non plus tout dans le même panier, je dirais. Donc les végétariens, ce sont les personnes qui ne mangent pas de viande, mais qui ne mangent pas non plus de poisson. C'est quelque chose que parfois on oublie, puisqu'on se focalise sur la question de la viande. Les personnes qui mangent du poisson et pas de la viande, on va parler plutôt de pesco-végétarisme, hein. Ensuite, les végétariens, ce sont les personnes qui ne mangent pas de protéines d'origine animale, donc pas non plus les œufs, les produits laitiers, également le miel. Et les véganes, dont on parle de plus en plus, ce sont plus des personnes, c'est plus un mode de vie en fait, le véganisme. Et ça concerne donc des personnes qui sont contre tout type d'exploitation animale, que ça soit donc l'utilisation dans la nourriture, mais également ça peut être les zoos, le cirque. Et donc ça va aller beaucoup plus loin. Donc c'est des régimes qui sont de plus en plus restrictifs et qui vont supprimer également donc, tous les types de produits, comme aussi le miel, mais des colorants alimentaires ou autres. Donc là, on est dans quelque chose d'encore plus restrictif, comme je le disais. Et puis le flexitarisme, alors pour répondre à M. Guez qui trouvait ce terme un peu barbare tout à l'heure peut-être, pourtant on en entend aussi de plus en plus parler, c'est une catégorie qui est beaucoup plus floue, hein. Autant vous le dire tout de suite, on met un petit peu tout dedans, c'est pas gravé dans le marbre, mais en gros ça consiste à diminuer sa consommation de viande, et cela de différentes manières. Ça peut être le fait de pratiquer le jour sans viande, ça peut être aussi, parfois certains appellent ça justement l'aspect flexible du végétarisme ou le semi-végétarisme, le fait d'être végétarien, mais de s'autoriser à manger de la viande lorsqu'on est au restaurant ou chez des amis, donc avoir un rapport un petit peu plus souple à ce régime. Donc ces différentes modalités, ça peut être aussi de manger des portions de viande plus petites ou d'en manger pas forcément à tous les repas. Donc je vais essayer de voir un peu ce que représente chacune de ces catégories à partir des données que j'ai compilées et des données des enquêtes récentes. Alors vous voyez dans ce tableau différents chiffres pour donc, les pays développés. Je vais me centrer sur les pays développés dans cette intervention, avec les sources en face. Alors quand même, un petit point, encore une fois, méthodologique. Ces enquêtes ne sont pas comparables, bien sûr, parce qu'elles n'ont pas les mêmes méthodologies, les questions qui sont posées ne sont pas les mêmes, parfois les échantillons ne sont pas les mêmes, ou la façon d'administrer les enquêtes. Je vous présente ces chiffres plus pour vous donner des ordres de grandeur, pour qu'encore une fois, on ne parle pas de n'importe quoi, et pour vous montrer que ce sont, si on parle ici donc des végétariens, c'est une part qui est quand même encore très minoritaire. Je pense que c'est important de le rappeler par rapport, encore une fois, peut-être aux phénomènes médiatiques qui entourent ces phénomènes. Par contre, on voit aussi que dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, mais c'est le cas aussi en Europe de l'Italie, on a des proportions qui atteignent 8, 10, 12% de la population, donc bon, pas non plus complètement marginales, pas non plus des toutes petites niches. Et point important, et surtout quand on parle de prospective, ce sont quand on a des enquêtes qui portent sur différentes catégories d'âge, on voit que c'est des proportions qui sont beaucoup plus élevées chez les jeunes, et comme on le voit, des proportions vraiment élevées en Allemagne, au Royaume-Uni, donc jusqu'à 20% au Royaume-Uni.
Alors là, c'est effectivement un point important avec une question qui se pose pour le futur, c'est de savoir s'il s'agit d'un effet d'âge ou d'un effet de génération. En effet, on peut se dire, bon, les adolescents, parfois, adoptent des comportements alimentaires un petit peu en rupture, cherchent aussi leur identité, l'appartenance à des communautés. Donc ça peut être des phénomènes transitoires. Et on le voit pour certains comportements alimentaires, comme le fait de ne pas prendre des repas à heure fixe, de grignoter, ce genre de choses. Et des choses, donc, à ce moment-là, qui vont passer une fois qu'on entre dans la vie active, dans la vie adulte, une fois qu'on forme sa propre famille. Mais on peut se demander aussi donc, si ce ne sont pas des phénomènes plutôt de génération, à ce qu'a bien étudié le Crédoc, par exemple, pour un certain nombre de choses. Et dans ce cas, des personnes qui n'auront pas eu l'habitude de manger de la viande pendant longtemps risquent de ne pas changer d'habitude en entrant dans l'âge adulte et de conserver plutôt donc, ces habitudes de végétarisme. Et ça aurait des conséquences très importantes parce qu'en fait, simplement par le phénomène du renouvellement générationnel, on verrait des proportions de végétariens plus élevées que dans celles que je vous ai montrées, la diapo précédente. Alors maintenant, les véganes, pour tout vous dire, il y a quand même très peu d'enquêtes sérieuses sur cette question, donc c'est un phénomène qui est très difficile à appréhender. Et dans celles qui existent, on voit que c'est quand même des proportions assez infimes, avec, bon, à l'exception d'Israël, qui s'explique pour des raisons un peu historiques et culturelles. Mais donc voilà, pour avoir encore une fois un ordre de grandeur, c'est quand même quelque chose de très très minoritaire. Et enfin, pour terminer, les flexitariens, eh bien là, ça va être encore plus difficile de comparer, puisque selon les enquêtes, les questions, encore une fois, posées vont être très, très différentes. Mais en gros, ce qu'on peut dire, pour aller très vite, c'est qu'on a des populations entre un quart et un tiers de la population donc, qui se passent de viande de manière assez régulière. Et pour la plupart, dans ces enquêtes, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils mangent donc moins de viande, qu'ils ont décidé de manger moins de viande. Alors ça, c'était les aspects de demande de consommation qu'on peut expliquer, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais qu'on peut expliquer par différents facteurs, par différentes motivations. La première des motivations en général dans les différentes enquêtes reste la motivation économique, sachant que la viande, c'est le premier poste dans le budget alimentaire des ménages, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais ensuite, les motivations, bien sûr, liées au bien-être animal, les motivations liées aussi à la santé ou à l'impact environnemental, puisque ce sont des sujets qui ont été de plus en plus médiatisés sur les impacts donc, de l'élevage. Et c'est aussi des comportements qui ont été facilités, je vais dire, par des changements dans l'offre alimentaire. Et en premier lieu, par le fait qu'il y a eu de plus en plus, et ça continue, et on n'est qu'au début, un essor des substituts à la viande notamment, qui a un marché donc en fait en pleine expansion. Alors là, on le voit en plus avec des prévisions qui sont assez optimistes. Donc pour vous donner des ordres encore une fois de grandeur, en 2016, le marché des substituts à la viande au niveau mondial, c'est 4 milliards de dollars. Alors évidemment, ça reste encore une fois très très minoritaire par rapport au volume global de viande vendue, hein, c'est moins de 1%, avec par contre, comme on le voit sur ce graphique, des taux de croissance assez élevés. Et selon les prévisions, différents organismes ont réalisé des prévisions en la matière, on serait pour donc les substituts de viande sur des taux de croissance annuels entre plus 7, plus 10% par an, à comparer avec les taux de croissance de la viande qui sont plutôt autour de 1%, et pour ce qui concerne la viande rouge, plutôt une déconsommation. Et puis surtout, on a donc de plus en plus d'alternatives, mais aussi une diversification et des nouvelles générations de produits qui sont mis sur le marché. Et ça, c'est vraiment un facteur levier, à mon avis, très très important pour l'essor de ces régimes. En effet, quand on voulait devenir végétarien, il y a quelques années, on n'avait pas tellement le choix. Déjà, il fallait aller dans des magasins spécialisés, généralement. Et puis, il fallait aussi changer ses habitudes alimentaires. On était un peu obligé d'adopter des régimes qui étaient plutôt des régimes de type asiatique, indien ou autre. Et c'était difficile, en fait, d'intégrer ça dans nos habitudes. Or, on sait très bien qu'on a une très forte inertie des comportements alimentaires et qu'on est très marqué par tout ce qui est culturel dans l'alimentaire qu'il ne faut jamais oublier. Et depuis quelques années, il y a des produits qui se rapprochent déjà un petit peu plus de ce qu'on a l'habitude de manger, qui permettent de faire notamment des burgers, donc les steaks végétaux, les steaks de soja, qui ont commencé à rentrer en grande distribution il y a quelques années, avec par exemple les produits de Soja Sun.
Et là, on arrive à la 3e génération de produits qui sont des produits qui imitent véritablement la viande, que ça soit dans l'apparence, mais aussi dans la texture et jusqu'au goût. Alors ça paraît assez étonnant, mais c'est effectivement le cas avec des produits qui ont été lancés sur le marché américain, notamment ceux de la start-up Beyond Meat, qui avait déjà lancé en 2013 un faux poulet, un poulet végétal à base de protéines de pois notamment et d'autres ingrédients, et qui a complètement bluffé certains critiques culinaires qui ont fait des tests à l'aveugle et qui n'ont pas différencié le faux poulet du vrai, et qui vient de mettre sur le marché, donc en 2016, un burger qui est vendu au rayon viande. Ça aussi, c'est une différence, puisque c'est plus dans les rayons spécialisés ou dans les rayons surgelés comme auparavant, mais maintenant véritablement avec les équivalents carnés. Et puis, encore plus récemment, donc, une autre start-up, Impossible Foods, qui a lancé le Impossible Burger. Alors, faire une petite parenthèse, c'est des start-up, mais Impossible Food a quand même levé 180 millions de dollars auprès notamment de Bill Gates, de fonds comme Google Ventures. Et là, donc, pu développer des produits qui sont hyper technologiques et sur lesquels je pense que Richard de Lorrain reviendra tout à l'heure. Mais c'était pour dire que cette offre, donc, c'est véritablement diversifiée avec des produits comme ceux-là qui sont de plus en plus proches de la viande. Alors, ça, c'était sur cet aspect, donc, évolution de consommation, de l'offre. Alors, qu'est-ce que ça signifie maintenant pour des personnes, pour les industriels, pour les groupes qui travaillent justement dans ce domaine des protéines animales? Je vais parler plus particulièrement de la viande, mais c'est également vrai pour tous les industriels qui sont dans les domaines des produits laitiers, des fromages ou autres. Mais on peut dire que ça représente une réelle menace, en premier lieu. Et d'ailleurs, on l'a vu déjà, il y a un an, il y avait cet article dans le magazine du Nasdaq pour dire que les investisseurs devaient commencer à se préoccuper dans leur portefeuille d'actions de savoir s'il n'y avait pas des risques présentés par les actions, justement, correspondant à des grands groupes qui ont leur domaine d'activité dans la viande. Et c'est quelque chose qui s'est encore plus renforcé depuis quelque temps, avec notamment, là, en septembre 2016, une coalition de 40 investisseurs, dont plusieurs grands fonds de pension, qui représentent des actifs quand même de 1250 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas des activistes, des petits activistes, c'est quand même, ils ont quand même un poids important, qui a donc lancé une campagne pour encourager 16 grands groupes de l'agroalimentaire et de la distribution. Vous voyez ici, dont Nestlé, Unilever, Tesco, Walmart, à changer de source de protéines, à changer de stratégie, à diversifier leurs sources de protéines, considérant que le fait d'être trop dépendant des protéines animales, ça représentait réellement un risque qu'ils ont documenté dans un rapport, et qu'ils demandent ces grands groupes de leur rendre des comptes, à leurs actionnaires, de donner des objectifs chiffrés, donc de changement de stratégie. Donc à partir à ce moment, on a effectivement une pression des investisseurs. Quelles vont être les stratégies possibles pour ces groupes? Et c'est ça que je vais essayer de présenter, quelques exemples de stratégies. Alors la première stratégie, qui est la plus radicale, on va dire, ça peut être le changement de modèle. Changement de modèle global, on abandonne le modèle actuel. Alors, on l'a vu dans l'histoire, il y a des groupes qui ont parfois, comme ça, opéré des retournements. Bon, un changement un petit peu moins radical va être celui de la diversification des activités. Une autre possibilité, toujours pour des industriels qui sont dans ce domaine des protéines animales, ça va être aussi la montée en gamme, et on va voir quelques exemples. Et puis pour ceux qui n'étaient pas des entreprises, qui n'existent pas encore, on peut aussi voir toutes les opportunités qui sont représentées donc, par cette nouvelle tendance de consommation, et notamment tous les nouveaux produits qui peuvent être créés, des startups qui peuvent être créés sur ces créneaux. Et je donnerai aussi un exemple. Alors la stratégie du changement de modèle, elle est illustrée par une entreprise allemande qui s'appelle Rügenwalder Müller, excusez-moi pour l'accent, je ne parle pas allemand, qui est une entreprise assez ancienne, puisqu'elle a été créée en 1834 de charcuterie, donc très connue en Allemagne. Et en 2014, donc, son directeur a décidé d'opérer vraiment ce virage stratégique et de lancer des versions végétariennes de plusieurs de ses grands classiques, qui étaient le salami, la mortadelle, les pâtés, des jambons, etc. Et donc, vous voyez, avec cette déclaration assez fracassante comparant la saucisse, puisque c'est un peu le produit emblématique en Allemagne, enfin en tout cas la viande, à la cigarette, en disant maintenant il va falloir, encore une fois, changer de modèle, avec un objectif chiffré
de 40% des ventes d'ici 2020, donc c'est-à-dire assez rapidement quand même. Alors, donc ces produits ont été lancés en décembre 2014 et ça a été très rapidement un succès puisque 4 des 10 produits les plus vendus par cette entreprise sont aujourd'hui des produits issus de cette gamme végétarienne. Et donc en 2015, ces produits végétariens représentaient déjà 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et d'ailleurs, l'objectif que j'ai indiqué ici, c'est 40%, mais en fait, au départ, l'objectif qui a été fixé par le directeur, c'était 30%. Mais considérant qu'en 2015, ils avaient déjà atteint 20%, ils ont encore élevé l'objectif, ce qui montre bien qu'ils sont plutôt dans une logique de basculement du modèle. Alors, peut-être pour quand même une petite précision, ça n'a pas été sans faire de vagues, et notamment il y a eu un tollé de l'interprofession par ces déclarations qui étaient quand même justement anti-viande. Il y a eu un précédent de ce genre de changement de modèle, et on aime bien prendre aussi des exemples dans d'autres domaines, et peut-être celui-ci est un petit peu choquant, mais je pense qu'il est assez éclairant, c'est celui des compagnies pétrolières. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais BP s'appelait avant British Petroleum, et en 2001, ils ont décidé non seulement de changer de logo, mais aussi de changer de slogan et de s'appeler Beyond Petroleum, c'est-à-dire au-delà du pétrole, et tout cela accompagnant une stratégie de développement des énergies renouvelables, notamment du solaire, de l'éolien, et à ce moment-là, il y avait beaucoup de communication sur ce changement de stratégie. Alors bien sûr, aujourd'hui, on peut rétrospectivement voir que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, notamment par le fait qu'en 2010, il y a eu malheureusement l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, il y a eu le scandale qui a été lié, donc BP a été quand même accusé de greenwashing avec cette campagne, et puis a opéré de nouveau un changement de stratégie ensuite, puisqu'il a plutôt arrêté ses activités dans le solaire et dans l'éolien. Mais aujourd'hui, c'est une stratégie qui est un peu reprise par Total, même si c'est peut-être moins mis en avant par Total. Mais on le voit dans cette citation du PDG sur le fait qu'on se tourne plus vers l'électricité, moins vers le pétrole. Et ça se traduit par des actes aussi, par le fait qu'il y a donc des activités dans les énergies renouvelables. Également, comme dans le cas précédent, un objectif que ça représente 20% des activités dans 20 ans et donc des actions concrètes pour y arriver. Donc ça, c'était la stratégie radicale. Maintenant, une stratégie moins radicale ou plus progressive, ça dépend comment on le voit, va être la diversification par le développement tout simplement de nouvelles gammes. Et c'est la stratégie qui est suivie par Herta, le groupe Nestlé, bien sûr, qui a lancé donc cette nouvelle gamme de produits Le Bon Végétal depuis le mois de juin 2016. Donc là, c'est vraiment des choses toutes récentes, avec une gamme de 10 produits, dont la moitié ont reçu le label vegan, avec là aussi alors des objectifs non pas de basculement de l'activité, mais en tout cas de détenir une part de ce marché qui est perçu, en tout cas par Herta, comme un marché extrêmement porteur, en pleine expansion, et avec l'idée de cibler plutôt les flexitariens que les végétariens, partant du principe que, donc, comme je le disais, on est à peu près entre 25-30% de consommateurs qui sont dans cette logique flexitarienne, l'idée étant de démocratiser ces produits, avec aussi des produits qui sont à des prix de vente assez bas. Alors, c'est une stratégie qui est suivie par le concurrent de Herta également, Fleury-Michon, avec le côté végétal, dans la même logique, la même approche. Et ça, ce sont des produits qui ont été lancés en octobre 2016, donc tout récemment. Et c'est vraiment quelque chose quand même, là on est plus que dans le fait porteur d'avenir, qu'avoir ces industriels de la charcuterie qui développent ces alternatives végétales, qui présentent souvent, encore une fois, des aspects proches de la viande, même si on n'est pas vraiment jusqu'à ce stade de la 3e génération dont je parlais tout à l'heure, mais on a des produits qui ressemblent à des émincés de volaille, par exemple, et qui sont faits pour être intégrés dans les recettes de tous les jours, pour être faciles encore une fois, à adapter à nos habitudes culinaires. Alors, je vais accélérer. Donc, on a des gammes qui se développent aussi en grande distribution. Carrefour Veggie, donc la marque de distributeur. Monoprix qui distribue les produits de la gamme Vegan Deli. Et sans faire de boule de cristal, on va probablement voir d'autres gammes sous marque de distributeurs arriver prochainement dans les rayons. Donc, ça va encore une fois démocratiser ces produits et permettre aussi à des consommateurs d'adopter ce genre de comportement.
Alors, une autre façon de diversifier, ça peut être aussi par la prise de participation dans des startups qui existent, et c'est ce que a fait aussi tout récemment Tyson Food en investissant à hauteur de 5% dans la startup dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, Beyond Meat, avec cet argument en disant ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre, mais c'est une façon, encore une fois, de diversifier les régimes. Ça, c'était la façon dont on a présenté Tyson, sachant que du côté de Beyond Meat, ça ne va pas sans poser de problème. Hein, c'est aussi une des limites de cette stratégie, puisqu'on voit que le PDG de Beyond Meat a dû se justifier de faire, entre guillemets, un peu un pacte avec l'ennemi, avec le diable, puisque Tyson, quand même, pour beaucoup de végétariens purs et durs, sont les abattoirs, donc par rapport à tout ce qui est la question du bien-être animal, c'est quelque chose de vraiment très très négatif. Il essaie de justifier en disant par un peu l'approche pragmatique, mais en même temps c'est un partenariat qui nous permet de toucher beaucoup plus de consommateurs, donc il y aura aussi cet effet de levier. Mais quand on regarde sur le site internet, sur le Facebook de Beyond Meat, on voit énormément de réactions négatives de la part des consommateurs de ces produits qui ne comprennent pas pourquoi il y a cette alliance, encore une fois, avec un spécialiste de la viande. Donc une autre stratégie va être la montée en gamme, et c'est ce que font déjà aussi certains acteurs français comme Charal, qui est un bon exemple, en élargissant sa gamme de bio, en mettant en place ce pop-up store pour partir à la reconquête du consommateur. Et en fait, ce sont des produits aussi qui visent encore une fois les flexitariens, partant du principe que les flexitariens ne sont pas des gens qui n'aiment pas la viande, mais au contraire, qui peuvent être des connaisseurs de viande, qui peuvent aimer la viande de qualité et vouloir plutôt se faire plaisir une fois de temps en temps, pas forcément, donc encore une fois, tous les jours, avec des bons morceaux. Donc là, on a des produits qui sont plus particulièrement positionnés sur ce créneau-là. Et avec également des innovations comme Puy-Grenier qui ont mis au point un procédé de maturation industrielle de la viande qui est maturée au moins 21 jours, donc il compare un peu à l'affinage dans le fromage, et c'est un produit qui vient de recevoir un prix de l'innovation au CIAL. Donc là aussi, il y a des possibles innovations encore à développer. Et puis la création de start-up, j'ai voulu présenter un peu ce qui est une success story, c'est la start-up Ici et Là, qui est toute récente aussi, puisqu'elle a été fondée en 2014. Alors le concept, c'est de créer des galettes et des boulettes à partir de légumineuses, donc des produits qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui parce qu'on les considère comme pas faciles à cuisiner, justement, ça prend du temps, c'est pas pratique, ils souffrent un peu d'une mauvaise image. Et l'idée, c'était justement d'en faire des produits de consommation courante et beaucoup plus pratiques, en jouant aussi sur l'aspect lien avec le territoire, lien avec le terroir, et puis l'origine France, 100% bio, etc. Et encore une fois, plus la cible flexitarienne que végétarien. Alors un peu l'historique de cette entreprise, ce sont deux jeunes ingénieurs qui ont créé ça, en fait, quand ils étaient encore ingénieurs, et qui ont reçu le prix Ecotrophelia, d'abord France, ensuite européen, qui ont ensuite reçu différents prix de concours, par exemple, le concours mondial de l'innovation. C'est un peu des bêtes à concours. Il faut dire qu'ils viennent en plus de recevoir, là tout récemment, le CIAL d'or au CIAL, mais c'est vrai que c'est une belle innovation. Et ces prix leur ont permis aussi de lancer leurs produits, puisque ça représentait tout ce qui était aide publique et prix, un quart du financement de départ. Ça a permis aussi de tester d'abord leurs produits en restauration collective depuis début 2016 par l'intermédiaire du distributeur Mille et un repas. Et donc après, en restauration scolaire, ensuite dans les hôpitaux et maisons de retraite. Et ça a permis de voir aussi si c'était des produits qui plaisaient au niveau du goût. Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi une start-up, je vais dire, à la française. Ce qui est vraiment mis en avant, c'est les aspects de goût et le côté gourmand, qui est très important, qui sera peut-être moins important dans les pays anglo-saxons. Ça, Richard de Lorens nous le dira. Mais je pense que ça, c'était un bon axe de développement du produit. Et le fait de le proposer en cantine scolaire, je pense que là, ça ne ment pas les enfants. Ils apprécient à plus de 85%, alors que même, ce n'étaient pas des produits qu'ils avaient l'habitude de manger. Et puis aussi, après, le modèle est original puisqu'ils ont créé leur propre ligne de production chez leur sous-traitant, ce qui leur permet de maîtriser le process et, encore une fois, d'innover. Et puis donc cette success story se continue parce que donc on a le lancement en grande distribution, enfin chez Biocoop donc le mois dernier avec cette marque le boucher vert et donc avec un chiffre d'affaires qui était de 200 000 € en 2016 et qui est en prévision en forte augmentation puisque donc lancement de cette gamme chez Biocoop, peut-être chez d'autres distributeurs, ils sont en contact.
Et donc avec des projets de se diversifier vers d'autres légumineuses. Il y a encore beaucoup de légumineuses, donc on n'a pas encore exploité toutes les possibilités qui sont offertes, parce que jusqu'ici, les alternatives à la viande reposaient quand même beaucoup sur le soja notamment. Donc là, il y a aussi beaucoup de pistes. Donc l'idée de se rapprocher aussi de l'amont agricole et puis de développer des recettes pour la restauration rapide, donc pas seulement la restauration collective classique, et également le snacking, donc une autre tendance de consommation. Donc, je vais terminer en disant que beaucoup de pistes d'innovation, mais quelques points de vigilance quand même. Déjà, il faut faire attention aux procédés de fabrication de ces alternatives qui ne paraissent pas comme trop industriels. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a encore une fois des startups américaines qui font des produits en apparence extrêmement proches de la viande. Derrière, il y a des procédés extrêmement compliqués d'extrusion des protéines texturées. Ce sont des choses très, très industrielles et beaucoup d'ingrédients. Alors, il faut faire attention aussi à ne pas retomber dans une liste d'ingrédients interminable ou des choses qui pourraient être potentiellement toxiques. Et justement, là, j'ai vu qu'en Allemagne, il y a tout récemment eu un scandale sur les substituts à la viande qui contiennent des hydrocarbures saturés d'huile minérale qui ont été considérés comme cancérigènes par l'EFSA. Et donc là, il y a eu vraiment un bad buzz sur ces produits. À peu près toutes les marques sont concernées d'ailleurs. Ce qui s'est passé, les scandales qu'on voit dans d'autres domaines, et notamment dans les domaines de la viande, peuvent aussi arriver sur ces produits-là. Donc attention au manque de transparence, la façon dont on produit, les ingrédients, l'origine des matières premières, c'est important aussi. Comme je disais tout à l'heure, la start-up ici et là a vraiment mis l'accent sur des protéines végétales françaises. Ce n'est pas le cas de toutes les offres qui sont aujourd'hui sur le marché en France. Et puis encore une fois, on peut diversifier encore les sources de protéines. Et je terminerai en conclusion, si ça veut bien. Voilà. Sur le fait que, malgré ces petits bémols, c'est certainement une tendance très porteuse. Et là, c'est une enquête que j'ai réalisée auprès d'une 50aine d'experts et d'acteurs du système alimentaire, de tous les maillons en fait, de la chaîne alimentaire, dont certains sont dans la salle et que je remercie encore d'avoir répondu à cette enquête. Je leur ai demandé, en leur citant donc, ces tendances de consommation, lesquelles leur paraissaient les plus porteuses à l'horizon 2030, eh bien, vous voyez que les nouveaux produits à base de protéines végétales, c'est la tendance qui a reçu la note la plus élevée, 8,8. Et aussi, dans les commentaires qui ont été faits à ce questionnaire, on voit que c'est aussi la tendance sur laquelle les avis sont les plus unanimes, parce que certaines tendances peuvent avoir une note moyenne relativement élevée, mais en réalité avec des avis très partagés. Les commentaires insistaient sur le fait qu'il y avait un certain nombre de conditions encore à remplir, qui sont les conditions dont je parlais tout à l'heure, de praticité, aussi les aspects de marketing et de communication, parce que, encore une fois, ce sont des produits qui ont été un petit peu oubliés par le consommateur, qu'il faut lui faire redécouvrir, et donc des innovations à réaliser dans le domaine pour que ça soit des produits qui touchent le plus grand nombre, mais en tout cas, c'était considéré comme quelque chose de très porteur. Donc ces tendances qui sont en fait étudiées par l'étude Vigie Alimentation 2016-2017, qui va sortir très prochainement, donc d'autres tendances comme justement le végétarisme et le flexitarisme, et ces facteurs et ces moteurs, et d'autres tendances de consommation également qui peuvent rejoindre ces deux-là. Je vous remercie. Céline Lenné, merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions-réponses, et puis j'en profite le temps qu'on attrape les micros pour vous rappeler qu'il y a des rencontres en B2B, donc des rendez-vous qui ont lieu juste en mezzanine. Alors pour ceux qui ont pris un rendez-vous, il ne faut pas les oublier. Puis il est toujours temps aussi de caler des rendez-vous d'affaires en parallèle. Première question, qui lève le bras pour poser la première question sur ces évolutions? Oui, tout à fait, présentez-vous. Je suis professeur à Paris 4. En fait, je vais commencer sur les nuggets. Parce que donc vous parlez de quelque chose qui peut être remplacé. Or le problème, je ne pense pas que ce soit le soja lui-même, c'est le nuggets et c'est l'huile avec laquelle c'est fabriqué, c'est tout ça. Je pense que la manière dont vous présentez l'évolution, si vous voulez, elle doit tenir compte d'absolument tous les ingrédients. Vous avez cité justement le cas de l'huile dans la dernière diapositive. Je pense que le soja, dans quelques années, ce sera peut-être justement la chose qu'il faudra éviter. Donc, je crois qu'il y a un effort à faire de notre part sur les comportements qui peuvent se passer dans 10 ans.
Oui, tout à fait. Encore une fois, c'est des produits qui doivent faire attention à l'équilibre nutritionnel, qui doivent faire attention effectivement à la façon dont c'est préparé. Si c'est des fritures, c'est pas du tout très positif, surtout si on en mange régulièrement. Comme vous dites, le soja, il y a des polémiques déjà aujourd'hui. Bon, moi, je suis pas nutritionniste, je rentre pas dans ces débats-là parce que j'ai pas la capacité, la compétence pour les juger. Mais toujours est-il qu'il y a quand même un consensus sur le fait qu'il faut diversifier les sources de protéines et être moins dépendant du soja, d'où l'intérêt d'explorer aussi d'autres protéines, notamment celles issues des légumineuses. Et puis ça me fait penser à un point que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Donc il n'y a pas forcément effectivement des avantages nutritionnels, ça dépend de la recette, ça dépend dont les produits sont faits. Il n'y a pas forcément non plus un avantage environnemental. Il faut faire attention à ça aussi, parce que finalement on manque aussi d'analyse ACV, analyse du cycle de vie, de voir si c'est des produits qui sont très industriels, c'est quand même énergivore à fabriquer. Donc il faudra regarder vraiment l'ensemble pour pouvoir statuer, pour savoir si ça représente, en tout cas si l'argument des consommateurs c'est de manger ce genre de produits pour diminuer par exemple les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on nous a bien dit que l'élevage ça représentait 14,5% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, etc. Bon, regardez aussi les processus de production, s'ils sont très industriels, ça peut compenser les avantages qu'on peut gagner d'un côté. Seconde question, monsieur. Bonjour, Alexandre Madron, blogueur de Les Bonheurs d'Analex. Je suis moi-même végétalien, enfin vegan, donc si vous voulez m'interroger, n'hésitez pas. Je pourrais compléter alors. Et donc vous avez parlé des risques en fait qui sont de tomber finalement dans le produit très industriel avec beaucoup de process et même donc les hydrocarbures, voilà. Et à l'inverse, il y a des success stories comme ici et là qui ont des produits finalement qui sont plus simples, plus locaux. Et est-ce que finalement vous avez d'autres exemples aussi de produits qui permettent finalement de rester simples mais d'être profitables finalement Est-ce qu'il y a un marché pour des innovations qui ne seraient pas justement purement technologiques mais qui iraient vers une simplicité rentable? Alors effectivement, là je voulais mettre l'accent sur une start-up, mais il y a quand même des industriels, alors j'ai plus les marques en tête, qui sont en train de mettre... alors il y a quand même une partie innovation technologique, par exemple pour permettre de cuire des lentilles plus rapidement avec des sachets de cuisson, ou alors des associations aussi, ça c'est intéressant, des associations de légumineuses et de céréales, parce qu'on sait que c'est très très bénéfique au niveau nutritionnel, ça complète en fait tout ce qui est acides aminés, vitamines, minéraux, etc. Donc ça permet d'éviter les manques qu'on peut avoir quand on suit un régime vegan notamment. Et donc là, c'est moins technologique, c'est beaucoup plus simple, puisque là, c'est un produit... voilà, mais par contre, on va gagner en praticité. Donc par rapport au mode de vie actuel, ça me paraît quand même aller dans la bonne direction. Troisième question. Non, mais ce n'est pas une question, je vais rebondir sur les questions qui ont été posées, et notamment sur le soja. Vous avez parlé du soja, M. Fumet. Non, mais je voudrais faire informer que, par exemple, au niveau de ma coopérative, qui est Dijon Sarral, parce que je vais faire un peu de pub pour ma coopérative, on vient de réimplanter du soja de pays dans le Val-de-Saône. Donc, ça ne sera pas le soja non OGM, bien évidemment. Et donc, il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience des agriculteurs de ramener des cultures qui n'étaient pas produites sur le sol français. Ensuite, par exemple, au niveau du lait, eh bien, on est en train, sur les plateaux du Châtillonnais, de réimplanter fortement de la luzerne et de commercialiser un lait qui sera donc à partir de légumineuses. Oui, voilà, donc je n'ai pas parlé des produits laitiers, mais effectivement, il y a le même mouvement. Donc tout ça donne quand même des perspectives d'ouverture, parce que l'agriculture française traverse une crise profonde, donc il y a une réorientation à lui redonner. Donc le modèle qu'on a connu, eh bien, il faut écrire l'agriculture du XXIe siècle. Et l'agroalimentaire, il démarre par l'agriculture et il démarre par l'innovation. Donc, il démarre par le forum Vitagora. Oui, tout à fait. Et il y a aussi, je n'ai pas dit, mais il y a aussi beaucoup de programmes de recherche en cours aujourd'hui dans ce domaine des protéines végétales, de la sélection variétale, etc., de la mise au point de nouveaux produits. Non, mais Céline, je vais vous faire travailler à Dijon-Sarrel, je crois. Pas de souci. Bon, est-ce qu'il y a une autre question, une remarque ? Non, a priori, personne ne lève le bras. Si, monsieur. Bonjour Céline. Moi, j'avais juste une remarque. C'est vrai qu'on peut commenter sur
le fait que les produits puissent un jour poser problème comme le soja au Brésil. Mais moi, il y a 2-3 ans, quand on regarde, on a acheté des produits Beyond Meat. Parlez bien près. Il y a 2-3 ans, quand on a acheté des produits Beyond Meat, ce qui est surtout préoccupant, c'est comme de toute façon l'extrusion, ça donne une espèce de pâte incolore, quasiment insipide, et puis qui se déstructure juste après l'extrusion. C'est plutôt tous les additifs qui sont mis dans ces produits pour que le produit ait l'air coloré, qu'il ait du goût et qu'il se tienne et qu'il ne se dégrade pas à la cuisson et dans l'assiette. C'est surtout ça le problème, je pense. Voilà, une liste d'ingrédients. Et c'est par contre une chance, une opportunité pour la food tech française de trouver des substituts à ces produits chimiques pour valoriser le produit végétal. Je vous laisse vous présenter en fin d'intervention. Vous n'avez pas dit votre nom, votre prénom? Je m'appelle Marc Delbray. Voilà. Et le monsieur juste à votre droite. Oui, bonjour, Thierry Stadler, président du pôle de compétitivité hier, Industrie Agro-Ressources. Juste pour dire que du côté des industriels, sur ces protéines végétales, le mouvement est en marche. Pas plus tard que lors du CIAL, il y a eu un consortium d'industriels qui a signé un accord en présence du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'État à l'Industrie. L'idée étant en fait de travailler sur 3 axes. Un premier axe qui est de la recherche-développement autour de ces protéines végétales. Un second axe qui est la constitution d'un fonds pour aider justement les PME et les entreprises à développer cet axe. Et un troisième volet pour aider le financement fait d'unités, de premières unités industrielles autour de ces thématiques. Donc voilà, c'est un consortium qui va s'élargir effectivement, mais l'opération est lancée. Merci beaucoup. Céline Lenné, merci beaucoup. On vous applaudit pour cette présentation.